Le livre, il s'appelle Libération sexuelle au pluriel parce que justement, il adresse une pluralité ou une multiplicité de luttes différentes, à commencer par exemple par les luttes féministes, mais aussi les luttes lesbiennes, gays, trans, bi ou queer. Et donc, du coup, ce qui m'intéressait dans ce livre particulièrement, après, il y a d'autres luttes aussi qui interviennent, enfin, qui informent ces luttes autour des sexualités et qui sont, par exemple, la nouvelle gauche des années 60, mai 68 en France par exemple, le Civil Rights Movement aux États-Unis. Donc il y a une sorte d'enchevêtrement de ces différentes luttes, ils s'inspirent, ils s'influencent. Et ce qui m'intéressait, donc du coup, c'était un peu les différentes aspirations aux libérations, mais aussi espoir d'émancipation qui s'expriment donc dans ces luttes. Bien sûr, il y a plusieurs travaux, à commencer par l'histoire de la sexualité de Michel Foucault, qui ont montré que l'émergence de la catégorie de sexualité au XIXe siècle, bien évidemment, il y a d'autres comme le sexologue Volkmar Zigosch en Allemagne qui s'est intéressé notamment aussi à l'émergence du terme sexualité qui nous vient de la botanique, donc qui désigne un certain mode de reproduction au départ, et donc du coup au passage de cette terminologie à la vie ou aux expériences humaines, et comment ce terme du coup regroupe un ensemble de réalités, de vécus, d'expériences de la vie humaine qui auparavant n'étaient pas forcément liées ou considérées avoir un lien. Et donc du coup, cette terminologie a été quand même... Michel Foucault, il s'intéresse notamment à la manière dont la sexualité devient ce qu'il appelle un dispositif de pouvoir, c'est-à-dire comment la police et la sphère médicale sont intervenues pour par exemple, pathologiser ou criminaliser certaines populations sous prétexte qu'ils pratiqueraient, non seulement pratiqueraient les mauvaises sexualités, mais le fait qu'elles pratiqueraient les mauvaises sexualités exprimerait quelque chose d'eux, dirait quelque chose de qui ils sont. Et donc du coup, lui, il s'intéresse à cela. Après, il y a d'autres travaux qui montrent aussi comment, assez rapidement, en réalité, par exemple, l'invention du terme homosexualité par un activiste hongrois a montré aussi qu'il y a eu très rapidement aussi une appropriation de certaines terminologies, comme on a vu beaucoup plus tard avec des termes comme queer. Il y a toujours eu aussi des retournements de notions, des appropriations de terminologies qui ne représentent pas forcément ce qui a été initialement désigné par ces termes. En ce qui concerne donc les différentes luttes qu'il y a eu autour de ce qu'on peut aujourd'hui appeler les politiques sexuelles, il faut bien évidemment penser aussi en France notamment aux Saint-Simoniens, qui eux, ils ont un peu fondé cette idée de libération ou d'émancipation de la chair, donc du coup l'idée d'une femme libre, d'une sexualité libre, etc. Il y a l'historienne Michèle Rios-Sarcé qui a par ailleurs critiqué le fait que le rôle des femmes en fait, au sein de l'organisation des Saint-Simoniens n'a pas été peut-être à la hauteur des revendications du mouvement. Il faut peut-être aussi mentionner un paquet d'autres sites ou lieux de politique sexuelle au XIXe siècle, par exemple, ce qui a été communément appelé la première vague du féminisme autour de l'Angleterre victorienne, les mouvements de femmes bourgeoises qui, par exemple, essayaient de sauver les femmes prolétaires du vice de la prostitution, ce qui a été pour l'Angleterre bien analysé par l'historienne Judith Walkowitz. Et en Allemagne, il y a une des premières organisatrices, celle qui a fondé l'Union des femmes juives en Allemagne, Bertha Pappenheim, qui a par exemple beaucoup travaillé sur ce qui a été appelé à l'époque l'esclavage blond,
et le trafic des femmes, notamment de l'Europe de l'Est vers l'Europe de l'Ouest. Il faut aussi, par rapport à la sexualité, l'émergence de la notion de la sexualité et peut-être d'un lien qui a été constitué entre la sexualité et des espoirs d'émancipation ou de libération, penser au mouvement socialiste qui assez rapidement, notamment aussi de manière peut-être encore plus organisée avec la révolution d'octobre, ont essayé de mettre en place, d'organiser une autre mode de vie commune et de vie affective et sexuelle. Et on peut mentionner les travaux d'Alexandra Kollontai à ce moment-là, qui voulait en quelque sorte, elle est presque proche de ce qu'aujourd'hui on appelle les penseuses queer, dans la mesure où elle voulait que la sexualité devienne aussi importante ou banale que le fait de boire un verre d'eau. Donc il y a cette phrase qui est célèbre d'elle, donc on a tous besoin, parfois très fortement besoin d'un verre d'eau, et pourtant on ne va pas se laisser déterminer par le besoin de boire un verre d'eau. Il faut aussi mentionner pour l'histoire de la sexualité l'importance de la psychanalyse freudienne pour commencer, et évidemment d'autre part aussi le rôle qu'a joué dès la fin du XIXe siècle la sexologie moderne avec les travaux très importants de Richard Kraft von Ebing, mais aussi bien évidemment un peu plus tard Magnus Hirschfeld ou encore Havelock Ellis. Au sein de ces luttes pour la libération sexuelle ou pour la libération des dissidents sexuels ou des femmes, il y a évidemment les militantes se retrouvent souvent confrontées à une multiplicité de rapports sociaux. Et bien évidemment, il y a un risque parfois de produire des normes de libération. Par exemple, lorsqu'il s'avère qu'il y a une prédominance de certaines positions sociales, notamment dans les publications et les archives dont nous disposons aujourd'hui de ces luttes, et que d'autres personnes qui ont tout autant milité à l'époque n'ont pas pu autant s'inscrire dans les archives. Et il y a par exemple au sein du phare aussi cette question problématique qui a été entre autres analysée aussi par Maxime Servul ou Todd Shepard quant à la question d'un fantasme autour de la question des Arabes. Les phares, et c'était beaucoup Guy Hockenheim qui était un des fondateurs du phare, a dit d'ailleurs dans un entretien à quel point le phare s'est inspiré du mouvement de libération des femmes, non seulement dans l'analyse, ce que je viens déjà de dire, mais aussi même dans la forme. Les réunions hebdomadaires aux Beaux-Arts, une certaine manière de faire de la politique, donc à partir de la première personne, de l'expérience vécue. Et donc du coup, ils avaient repris aussi cette célèbre action dans la lutte pour l'avortement en France, qui avait été le manifeste des 343, publié dans le journal Le Nouvel Observateur, et qui regroupait donc 343 femmes en France qui disaient publiquement qu'elles avaient avorté, alors qu'à ce moment-là, cela constituait un crime. Donc l'idée étant de relativiser la criminalité de l'acte par le grand nombre de personnes, la célébrité des personnes qui avaient signé l'appel. Et ce format-là, il avait été aussi repris, pas du tout aussi grand, mais dans le petit journal du phare, où un auteur avait donc proclamé qu'il s'agissait, parce que ce manifeste, il a été parfois appelé le manifeste des 343 salopes, mentionnant qu'une femme qui aurait besoin de recourir à une interruption volontaire de grossesse, sans doute ne serait pas tombée enceinte dans le cadre conjugal qui permettrait des rapports sexuels, mais donc du coup voilà. Et donc du coup cette injure de salope a été repris par les militantes et militants du phare pour dire nous aussi on a notre manifeste des 343 salopes, on s'est fait enculer par des Arabes et on recommencera. Et ce slogan, il a été beaucoup analysé, entre autres par les auteurs que je viens de mentionner,
pour savoir un peu qu'est-ce qu'on peut comprendre par là. Et évidemment, il y a cette envie déclarée d'être solidaire avec les populations migrantes qui subissent du racisme en France, mais qui, dans le contexte où cette solidarité reste peut-être en large partie malheureusement dans la déclaration, où les rapports sexuels aussi ne dépassent pas forcément le sexe rapide. On pourrait se poser la question s'il y aurait pu y avoir peut-être plus de solidarité, plus d'alliances politiques entre les répressions qu'à cette époque subissaient les Arabes dont il est question dans ce slogan. Et donc du coup, il y a eu toute une critique aujourd'hui dans les études queer et lesbiennes et gays par rapport à un certain fantasme peut-être par exemple Maxime Servuldi qu'on le retrouve aujourd'hui même aussi dans le porno, Black Blamber, etc. Les sex wars sont donc cette discussion au début des années 80 aux États-Unis, une discussion interne au mouvement féministe états-unien et qui négocie en quelque sorte la place de la sexualité dans l'analyse féministe. Donc il y a vraiment des visions très différentes qui se heurtent, qui clashent un peu dans ces sex wars, notamment parce que dans les années 70, et cela non seulement aux États-Unis, mais de manière plus large, on pourrait voir ça aussi en France ou même en Allemagne, que la sexualité a pris une certaine centralité dans l'analyse de ce qui est désigné comme étant la domination des femmes par les hommes. Il y a des auteurs qui vont vraiment voir dans la sexualité l'outil par excellence de la domination masculine sur les femmes. Et les sex wars défient cette vision dans la mesure où elle pose la question de savoir si vraiment la sexualité elle est forcément oppressive pour les femmes, s'il ne peut pas y avoir aussi, par exemple, dans la sexualité, une source de plaisir, une source d'épanouissement. Elle négocie donc dans un milieu, on va dire, plus académique ou théorique aussi la place de la psychanalyse pour la recherche féministe. Il y avait beaucoup d'autrices comme l'allemande Alice Schwarzer, mais aussi Kate Millett, pour qui la psychanalyse c'est vraiment l'outil, enfin même aussi Monique Wittig en France, pour qui la psychanalyse c'est vraiment la pensée straight, c'est vraiment un outil d'oppression contre les femmes. Et donc autour des sex wars, il y en a évidemment des précurseurs déjà, mais précurseuses avant les années 80, mais c'est vraiment à ce moment-là qu'elle se regroupe un peu et qu'elle discute un peu plus collectivement peut-être aussi quel rôle la psychanalyse pourrait jouer. Est-ce qu'il y a dans la psychanalyse éventuellement des pistes, des outils, des approches qui peuvent être récupérées, retournées, détournées pour penser notamment aussi des aspects qui dépassent la dimension économique ou matérielle de la domination masculine et qui pose peut-être aussi la question pourquoi est-ce que autant de femmes en quelque sorte, peut-être malgré elles, mais pas toujours, participent aussi à certaines structures alors qu'elles sont tellement nombreuses. On peut poser la question pourquoi ça fonctionne en fait, pourquoi cet ordre social se perpétue. Et voilà, il y en a qui espèrent que la psychanalyse pourrait éventuellement apporter des réponses à cette question. À ce moment-là aussi, le mouvement féministe Women's Liberation Movement aux États-Unis est beaucoup marqué par des conflits concernant les différences entre les femmes. Et toutes ces questions-là, donc est-ce qu'on peut dire la femme étant en soi la victime de l'homme en soi ne fait plus tellement sens pour une partie des femmes qui donc du coup veulent penser aussi la position de femmes aussi au carrefour ou à l'intersection de différents systèmes ou structures sociales. Et donc du coup il y a dans ces sex wars aussi en quelque sorte une
une manière de discuter ce qui a été appelé la philosophie de la différence ou le French feminism ou French theory aux États-Unis. Et il faut y voir aussi, par exemple, dans une manière de défier le modèle de classe de sexe qui a été, par exemple, aussi très proéminent dans le féminisme en France et qui considérait que les femmes étaient un peu les prolétaires dans une forme d'analogie faite au rapport capitaliste, dans un rapport où les hommes représenteraient donc les bourgeois. Et donc du coup, suivant par exemple Monique Wittig, les catégories hommes et femmes émergent seulement par le rapport hétérosexuel de l'homme à la femme. Et dans un but d'exploitation. Et donc du coup, ce modèle d'analyse ou ce modèle théorique de pensée des rapports hommes-femmes ou de penser ce qu'aujourd'hui on appellerait le genre, il produit l'impossibilité de penser la classe sociale. Il invisibilise la possibilité qu'une femme puisse être, par exemple, femme et bourgeoise ou femme et prolétaire. Et au moment des sex wars, un certain nombre de femmes ont besoin de parler de ces différences entre femmes aussi, de montrer aussi que différents chemins sont possibles à partir de différentes positions sociales aussi. La motivation de créer cette classe des femmes, elle émanait évidemment du désir de créer aussi une force dans la lutte féministe, bien évidemment. Mais voilà, les prix à payer étaient peut-être plus chers pour certaines que pour d'autres, notamment s'il faut par ailleurs aussi s'organiser contre du racisme, contre les conditions économiques qu'on confronte au quotidien. Et donc du coup, ce n'est pas aussi évident. Enfin, il y a des textes très très tôt en fait, à la fin des années 70 déjà, par le Combahee River Collective par exemple, qui disent que c'est important de penser aussi la multiplicité des dimensions qui touchent les différentes femmes en fait. Et donc, du coup, les sex wars, ils ont été importants dans la mesure où il fallait trouver des nouvelles réponses à ces questions et d'où venait. Enfin, plus concrètement, le débat, il a éclaté. Si on regarde un peu la bibliothèque sur les sex wars, l'objet du débat avait été la pornographie et certaines subcultures lesbiennes. Mais voilà, si on creuse un peu, où j'essaye d'analyser dans le livre ce qui est un peu en dessous de ces thèmes, et donc du coup, évidemment, on y trouve toutes ces questions que j'ai essayé d'énumérer. En effet, il n'y a pas vraiment eu des sex wars en Allemagne ou en France. Il y en a eu un peu plus en Allemagne peut-être qu'en France, peut-être aussi en lien avec les confessions dominantes dans chaque pays. Donc l'Allemagne étant protestant, comme aussi la religion dominante aux États-Unis étant protestante. Donc il y a peut-être aussi un certain rapport que il peut y avoir, mais ça c'est vraiment une hypothèse que je n'ai pas pu vérifier. Mais voilà, ça pourrait avoir un impact sur le fait qu'en effet dans plusieurs pays catholiques, on ne trouve pas forcément des mouvements aussi acharnés contre la pornographie qu'on a pu les trouver dans d'autres pays protestants. Il y a eu en Allemagne donc ce mouvement porno lancé par Alice Schwarzer et son journal Emma. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de sex wars en France? On pourrait y voir, si l'on veut aussi, moi je m'intéresse beaucoup aux traveling theories, aux manières dont les concepts ou les idées circulent, se traduisent, se transforment aussi. Et quels sont les facteurs, les acteurs ou actrices qui interviennent dans ces trajectoires. On pourrait voir dans les sex wars une certaine manière, j'ai déjà dit, une certaine forme de traduire le French feminism. Et en effet, les autrices regroupées par ce label, qui a été beaucoup critiqué en France, entre autres par Christine Delphi, qui voit un autre acte d'impérialisme états-unien, elles sont, pour une grande partie, à trouver dans un courant du MLF qui s'appelait Psychanalyse et politique,
Et en effet, il y a eu un très grand conflit entre ces féministes-là et le courant qui, plus tard, comme l'a montré Mayra Abreu, s'appelait féminisme matérialiste et qui, avant les années 80-90, s'appelait plutôt féminisme radical. Donc du coup, on peut retrouver certains éléments de ce conflit entre féminisme radical en France et psychanalyse et politique position pro-sexe ou anti-sexe qui est un peu brouillon comme appellation, dans la mesure où en effet les dites pro-sexe futures théories queer seraient éventuellement plus proches du fait d'avoir de leur rapport à la psychanalyse, de leur rapport peut-être à la linguistique, aux arts, de leur proximité à une réflexion un peu plus... elle s'intéresse beaucoup plus aussi aux enjeux multiples et complexes des politiques de représentation et ne vont pas faire des raccourcis très rapides en disant qu'une représentation égale le monde, ce qui a été un des enjeux de savoir est-ce que la pornographie donc peut, par exemple il y avait des slogans qui disaient la pornographie c'est la théorie et le viol c'est la pratique, donc voilà, donc du coup les féministes pro-sexe étaient tout autant contre l'hétérosexisme dans une large partie de la pornographie, mais et qu'elles pensaient aussi qu'il fallait les combattre, les expressions hétérosexistes dans la pornographie, comme dans tout autre domaine de la société. Et la différence, c'était juste qu'elles ne pensaient pas que la pornographie était un lieu privilégié et qu'il était donc qu'il était plus important de condamner l'hétérosexisme dans la pornographie que dans les feel-good movies où on trouve toujours les mêmes stéréotypes hétérosexistes. Donc voilà. Donc on peut en effet voir donc en effet une proximité entre la pensée de Catherine McKinnon, qui a été une figure très importante dans les Sex Wars, et Christine Delphi, qui a par ailleurs aussi été en échange avec elle et impliquée dans une partie de la traduction de sa pensée. Je pense que ce ne serait pas exagéré de faire ces liens, bien qu'il faille être vraiment vigilant par rapport à des figures qui brouillent un peu ces lignes, dans la mesure où moi je m'intéresse beaucoup aussi aux mélectures, aux malentendus, aux transformations dans la traduction, et je pense que par exemple Monique Wittig, elle représente un cas vraiment très intéressant là-dedans, dans la mesure où elle venait un peu de psychanalyse et politique de par sa profession littéraire. Elle a rejoint le camp, parce que vraiment, je pense à un moment, il s'agissait des camps opposés des féministes matérialistes. Mais il y a eu une forme d'appropriation de sa pensée, une lecture de sa pensée, entre autres par Judith Butler, qui fait qu'elle a été peut-être rangée malgré elle, parce qu'on peut trouver dans ses écrits une condamnation vraiment très forte, y compris de la psychanalyse, y compris de la pornographie. Mais son interrogation plus générale de l'ordre symbolique hétérosexiste a servi des féministes qui s'appelaient, enfin qui étaient rangées du côté des pro-sexe pour formuler leur critique de certaines positions desquelles Monique Wittig en réalité était plus près. Il y a d'autres retournements ou reconfigurations comme ça que j'ai essayé de mettre en exergue dans le livre, comme par exemple aussi la réception de la pensée de Michel Foucault aux États-Unis, qui a été beaucoup lue par les dites pro-sexe, bien qu'on puisse voir dans sa pensée que lui, en réalité, il voyait dans la sexualité surtout une technologie de pouvoir, et qu'il appelait à la désexualisation d'une manière parfois peut-être plus proche, comme le rappelait aussi Léo Bersani, plus proche d'une pensée de Catherine McKinnon que d'une Gayle Rubens. Et d'ailleurs, Gayle Rubens elle-même, dans le célèbre Thinking Sex,
revient sur cette question en lui reprochant à Michel Foucault de ne pas suffisamment prendre en compte, dans sa critique de ce qu'il appelle l'hypothèse répressive, c'est-à-dire que la sexualité serait réprimée dans une société et auquel Michel Foucault oppose le modèle de la loquacité du sexe, donc de ce besoin constant de parler de son sexe, de s'identifier par son sexe, donc ce dispositif de constamment être déterminé par son sexe remplace pour Foucault ce dispositif répressif, s'il a même jamais existé, et Gayle Rubin qui essaye de proposer de prendre en compte la sexualité comme un vecteur d'oppression à part en soi. Elle dit que Michel Foucault ne prend pas suffisamment en compte la persistance de la répression de certaines pratiques, identités, etc. sexuelles, dans la mesure où elle voit dans la société dans laquelle elle vit une promotion, et je pense que ça reste vrai pour aujourd'hui, une promotion de certaines formes de sexualité qui sont carrément financièrement subventionnées par l'État, par des papiers, etc. Et alors que d'autres formes d'existence sexuelle sont marginalisées, criminalisées, etc. Ma motivation initiale d'entreprendre cette recherche venait d'une surprise dans les années 2000, après un peu dans la période post-9/11, donc attentat sur le World Trade Center, et de la guerre contre l'Afghanistan, dans le cadre duquel George Bush Jr. déclarait qu'il fallait mener cette guerre pour notamment sauver les femmes afghanes. On a également connu dans cette décennie des expressions comme par exemple par l'extrême droite en France, Marine Le Pen, qui semblait s'inquiéter du sort des femmes dans certains quartiers en France, notamment autour de la question du voile. Et j'avais un peu du mal à leur croire parce que c'était quand même très surprenant. À aucun moment auparavant, ils se sont exprimés, ils se sont inquiétés pour la situation des femmes, nulle part. Et donc du coup, bien évidemment, je les soupçonnais un peu de ne pas être tout à fait honnêtes dans leur soudain intérêt de défendre les femmes. Au cours de toutes ces années de recherche, j'ai pu en effet aussi découvrir qu'une certaine rhétorique de la protection des femmes fait depuis très longtemps partie d'un discours de l'extrême droite. Donc les femmes, en réalité, réifient donc un système dans lequel les femmes, étant particulièrement faibles et vulnérables, elles ont tout le temps besoin d'être sauvées. Et donc du coup, évidemment, ça renforce plutôt des stéréotypes que ça ne les combat. Ce qui m'inquiétait un peu là-dedans, notamment, c'était qu'émergeait à ce moment-là la notion de modernité sexuelle. Donc, certaines communautés ou même pays, cultures ne seraient pas suffisamment sexuellement modernes, voire sexuellement pré-modernes. Et j'entendais quand même résonner dans cette reproche de manque de modernité sexuelle certains slogans qui m'étaient familiers des luttes et textes féministes et LGBTQ qui ont pu en effet déclarer complètement arriérer certaines formes d'assigner la femme au foyer, de dire que, voilà, que certaines existences ou identités sexuelles seraient pervers ou malades, etc. De reléguer ces préjugés à une forme de point de vue pas très évolué, etc., qu'il pourrait y avoir donc même dans la pensée féministe et LGBTQ éventuellement des tendances qui elles aussi s'inscriraient dans une idée de modernité sexuelle. Donc ça, c'était vraiment le début de ma recherche, c'était de m'intéresser à savoir dans quelle mesure certaines positions féministes, théories féministes et LGBTQ pourraient éventuellement participer à construire une telle idée de modernité sexuelle, sans doute dans un très bon but, donc par la très bonne motivation
de se dire que personne n'a forcément envie de paraître arriéré ou pas moderne. Donc peut-être du coup ça pourrait faire avancer la situation des femmes ou des dissidentes sexuelles dans les pays à dire dans d'autres pays il y a déjà beaucoup plus de droits, nous on est toujours là, on est toujours en retard. Donc je pense qu'il y a un usage stratégique qui a peut-être même aussi fonctionné par moment, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi, voilà c'est ce qui m'intéressait, dans le fait de participer à la construction d'une telle idée de progrès sexuel et qu'est-ce qu'on entend en fait par là. Et donc du coup vraiment toute ma recherche sur les différentes notions de sexualité, sur les différents espoirs d'émancipation ou de libération venait un peu de là, parce que très rapidement je suis tombée sur la réalité que les féministes et dissidentes sexuelles ne veulent pas du tout dire la même chose lorsqu'elles parlent de sexualité. Et donc du coup il s'agissait justement de démêler toutes ces différentes acceptions de sexualité, de comprendre un peu de quoi il est question. Est-ce qu'on parle d'une sexualité réprimée qu'il faut donc libérer de l'oppression d'une société bourgeoise et capitaliste ou de l'Église chrétienne ou est-ce que, au contraire, si on une telle compréhension de la sexualité découlerait peut-être d'une vision de la sexualité qui verrait une forme de force vitale ou pulsion. Alors que si on voit dans la sexualité l'outil par excellence de la domination masculine, on n'a pas envie de libérer la sexualité, on a envie de libérer les femmes de la sexualité, donc parce qu'elles y voient plutôt une structure sociale oppressive, dominante. Mais si on voit dans la sexualité plutôt quelque chose qui dirait quelque chose de nous, qui pourrait même déterminer une forme d'identité qu'on incorpore, qui serait liée à des pratiques, à des cultures, etc. À ce moment-là, on n'a pas forcément besoin de se libérer de la sexualité, mais au contraire, on va chercher peut-être à combattre des formes de discrimination de ces identités sexuelles. Donc chaque fois, en fait, il est question de choses qui n'ont pas forcément beaucoup de choses à voir, en fait. Et donc, j'espère pouvoir contribuer par ce livre à une discussion plus riche aussi et elle est déjà très riche, la discussion féministe sur la sexualité actuellement, heureusement d'ailleurs, et je pense qu'un certain partage du travail féministe qui a été la conséquence des sex wars et donc du coup qui a mené à ce qu'une partie du féminisme s'intéressait beaucoup plus aux aspects violents de la sexualité, tandis que d'autres s'intéressaient beaucoup plus aux pratiques sexuelles, de plaisir, ou aux communautés, etc. Je pense qu'il y a des tendances aujourd'hui dans le féminisme, et y compris dans le passé, il y a une digression sur les Riot Girls aussi dans le livre. Il y a des envies de dépasser ce clivage, d'aller vers une prise en compte des plaisirs et des dangers en ce qui concerne la sexualité et de justement combattre les dangers liés à la sexualité pour pouvoir accéder au plaisir. Et je pense que ce sont des évolutions importantes qu'on peut observer aujourd'hui et qui montrent que la multiplicité des aspects touchés par le terme de sexualité sont de mieux en mieux aussi analysés et comprises par les luttes féministes et LGBTQ.